Merci aux guests, merci à tous ceux qui sont en bas. Merci de votre venue et on a vraiment de belles personnes ce soir pour parler de l'histoire de notre pays, en commençant par la Numidie. Et donc je vais laisser Abbé démarrer et je pense que tout à chacun va en temps voulu intervenir s'il le faut. En tout cas, merci. Franchement, c'est un grand plaisir et un honneur. Moi, c'est un plaisir d'être parmi vous, aussi avec mes amis qui sont là. On va essayer aujourd'hui de parler d'une époque très importante dans l'histoire de l'Algérie. Pourquoi on a choisi la Numidie? Tout simplement parce que dans la constitution algérienne, il est stipulé clairement que l'Algérie s'étend de la Numidie, elle prend ses racines de la Numidie jusqu'à l'Algérie actuelle que nous connaissons, à travers ses frontières, à travers son passé, à travers la bravoure de ces hommes et de ces femmes, qu'aujourd'hui on a ce plus beau pays que tout le monde nous envie. Comme vous le savez, la Numidie, elle a toujours pris une place très importante dans l'échiquier géopolitique et historique de la région. La Numidie est un royaume berbère qui se situe entre à gauche le royaume de Carthage, et à gauche le royaume de la Mauritanie, et à droite le royaume de Carthage. On va essayer aujourd'hui de partager cette époque en quatre phases. La première phase, c'est l'unification de ce royaume à travers Massinissa. Le deuxième, c'est l'époque de Jugurtha. Troisième époque, on va dire le rôle qu'a joué la Rome dans l'extension de ce royaume-là, et aussi bien le déclin de ce royaume-là. Moi, tout d'abord, si vous permettez, j'aimerais poser une question à Khouya Mac Vision, Khouya Highland, et s'ils veulent nous parler un peu de Rome à cette époque, parce que c'est très important de parler quelle était l'hégémonie de Rome sur la Méditerranée, l'hégémonie de Carthage sur la Méditerranée, afin qu'on puisse mieux élucider l'évolution de la Numidie. À vous. Khalid ou bien Mac Vision. Sans rentrer dans les détails, mais la Numidie fait partie des racines lointaines en ce qui concerne tout le contour méditerranéen. Il faut savoir qu'elle a joué un grand rôle. Et à cette époque-là, elle avait une concurrente qui était Rome et qui avait Carthage. Donc les Numides, c'est grosso modo de la rivière à la frontière du Maroc jusqu'à peu près aux frontières d'Annaba d'aujourd'hui.
et ensuite l'autre côté c'est Carthage. Donc voilà, donc je vais redonner la parole à Elon parce que je pense qu'il est plus calé pour donner des dates et des noms précises pour étaler un peu. Mais c'est les trois forces qui avaient à l'époque qui régnaient sur le contour méditerranéen. Khalid? Tout à fait. Donc, moi, juste pour consolider ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait les Carthaginois plutôt côté est, il y avait les Carthaginois avec Hannibal, qui était l'adversaire, on va dire, un grand adversaire au Rome, et en même temps un adversaire de la Numidie. Après, je vais parler, après, je vais rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'Algériens ou d'historiens qui ne comprennent pas pourquoi Massinissa, au début donc il a combattu les Roms aux côtés des Carthaginois, et ensuite il s'est allié à Rome contre les Carthaginois. Donc les puissances, donc les grandes puissances à l'époque, donc c'était la Numidie, les Carthaginois et les Roms. Voilà. Donc il y avait un jeu d'alliances. Les alliances se faisaient et se défaisaient en fonction des circonstances et surtout en fonction de calculs politiques assez complexes. Voilà. On va rester dans les généralités. Ensuite, Ce que je on vais rentrera faire dans le déjà, détail. je vais énoncer, on va dire les différents grands rois, on va dire, on peut l'appeler comme ça, ou ceux qui détenaient une partie des territoires de la Numidie. Donc le premier qui a commencé, c'est Massinissa. Ensuite, il y a eu son fils M6 Psa. Il y a eu Gulissa, Mustan al-Bal, Emsal Ier, Aderbal, Jugurtha, qu'on connaît beaucoup dans l'histoire, Goda, Ardiab, Msial II et Juba Ier, qui a été la première génération de Grecs Avec ça, ma et de Romains. vision, aujourd'hui, si vous permettez, on doit situer la naissance de l'Empire numide dans le temps. Salam Aujourd'hui, alaikum. salam alaikum, khoya Mak, khoya Algerian Space. À vous la parole si vous avez quelque chose à apporter sur cette relation qu'entretenait Rome avec la Numidie et Carthage. Tfaddal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à notre sœur Rania d'organiser ce live déjà. Pour parler de la Numidie, sa naissance, elle se situe au deuxième siècle avant Jésus-Christ. C'est le premier royaume d'Afrique nord-africain, on va dire, qui a été formé par des gens locaux, des berbères locaux. La Numidie a été partagée en deux. Il y avait la Numidie occidentale à l'ouest avec Sifax, ce qu'on appelait les Massaï-Sil. Sifax, il est originaire de Siga, de Head Motion. Il y avait la Numidie orientale avec tout ce qu'on connaît des Massils, avec Massinissa, voilà, avec son père Gaïa notamment, qui allait notamment aussi jusqu'à quelques villes de la Tunisie actuelle. Dans la Numidie occidentale, il y avait l'Oued el-Moulouya, la frontière actuelle, voilà, et antique qu'on avait avec la Mauritanie. Par rapport à la Numidie, il faut bien savoir que celui qui l'a unifié et celui qui a toujours voulu une Numidie unifiée, c'est Massinissa. D'abord, on va s'attarder un petit peu sur Sifax, qui est Sifax par rapport à la Numidie occidentale, et qui est Massinissa. La Numidie occidentale avec Sifax était un homme riche, qui avait une certaine structure politique, qui avait un certain élevage. Donc voilà, c'était beaucoup plus puissant que la Numidie orientale. Maintenant, et aussi il y avait de l'agriculture et du commerce avec l'Europe notamment. Maintenant, on va essayer de s'attarder. À préciser qu'ils avaient une appellation chacun, c'était les Massils et les Massaï-Sil. Sicile. Bien Voilà. sûr, les Massaï-Sil à l'ouest et les Massil à l'est. Où j'en étais par rapport il y a le roi Gaïa, qui est de la lignée des Massil, le père de Massinissa, qui est né à Oum el-Bouaghi aussi. Faut bien savoir que quand il y a eu les guerres puniques entre Carthage et Rome, Carthage détenait notamment l'Espagne, et Rome voulait récupérer vraiment voilà
ce bout de territoire pris par Carthage. Du coup, c'est très très important de savoir avec qui la Numidie a pris parti, les différences d'alliance. Et c'est ça qui va créer notamment une distension et des guerres notamment. Puis il va arriver à l'unification de la Numidie. C'était les guerres puniques Carthage et Rome. Le royaume de Gaïa, faut savoir qu'il prend parti avec Rome. Massinissa, il est même envoyé, le fils de Gaïa, il est envoyé aux côtés de Carthage en Espagne face aux Romains. Puis il y a la mort de Gaïa, son oncle Holzesen prend le pouvoir. À sa mort, son fils, la mort de Holzesen, son fils Kapusa prend le pouvoir, mais son cousin Mestur n'est pas d'accord et il engage une guerre face à Kapusa. Il s'empara du pouvoir avec l'aide de Syphax aussi. Voilà, il va comme on dit, c'est un jeu d'alliance, hein, mais c'est une histoire très très familiale aussi. Massinissa, qu'est-ce qu'il fait en voyant tout ça, en voyant ce bourbier entre guillemets? Il revient et demande notamment à Baga de la Mauritanie de traverser la Numidie occidentale, parce que lui, il était en Espagne euh, pendant tous ces événements, donc il n'a pas pu assister à la mort de son père notamment. Du coup, il va demander à Baga de traverser la Numidie occidentale jusqu'à la frontière, voilà, où il y avait la capitale. Faut bien rappeler que la capitale je sais pas si je l'ai dit, mais la capitale des Massiles, c'était Cirta, l'actuelle Constantine. Non, non, c'était Annaba. C'était Annaba. Les Massis, c'était Annaba. Et les Massissi, c'était Tmouchent. À la réunification, c'est devenu Sirta. Ah, ça, اسمح لي. Smith. Et, et par rapport à ça, Sinissa, quand il revient, il va tomber sur son cousin, Lacomasé, Lacomasès, le roi de Thapsus, qui était roi d'une ville en Tunisie qui est dans l'est de la Tunisie actuelle. Il y a une lutte entre Lacumazé et Massinissa qui va, voilà, Massinissa va gagner face à Mestur et Lacumacé. Mestur et Lacumacé, ils s'enfuient en Tunisie euh, à Carthage. Carthage avertit Syphax face à l'unification de la Numidie, voilà, parce que il sent que voilà son pouvoir est en déclin et que Massinissa est prêt à unifier la Numidie. Il y a une guerre de Syphax face à Massinissa. Il y a une première victoire de Syphax. Il y a un deuxième affrontement entre Massinissa, qui est allié à Rome, et Syphax à Carthage. C'est ce qu'on appelle la bataille des Grandes Plaines, une grande bataille qui est connue en 203 avant Jésus-Christ. L'armée romaine de Scipion l'Africain et Massinissa, voilà, Massinissa s'allie à Rome face à l'armée carthaginoise et à Hasdrubal Gisco et le roi Syphax. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un grand jeu d'alliance par rapport à ça. Rome finit par capturer Syphax. Il rentre à Cirta. Massinissa, il retrouve aussi sa promise, Sophonisbe, qui était une fille d'un général carthaginois. Gaïa, elle avait marié, entre guillemets, avec Syphax pour des raisons d'alliance avec, voilà, Carthage. Scipion, il refuse et veut l'envoyer en Rome pour, entre guillemets, l'exhiber comme un trophée de guerre, voilà. Et mais comment dire, Sophonisbe, elle refuse et entre guillemets, elle met fin à ses jours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a aussi après la défaite de Carthage, voilà, parce que Carthage est défaite et c'est Rome et Massinissa qui remportent ça. Il y a ce qu'on appelle la paix avec Rome. Et là, il y a le personnage que tout le monde connaît, Hannibal Barca, qui déclare la guerre à Rome. Hannibal s'allie au fils de Syphax, Vermina. Voilà, Vermina qui a pris la succession de Syphax face à Massinissa, c'est ce qu'on appelle la bataille de Zama. Hannibal se suicidera. Et là, on arrive au début de l'unification de la Numidie. Massinissa régnera 54 ans. Il développera aussi tout ce qui est agriculture, lettres, blé, élevage hydraulique, art. Et il exportera notamment, de par l'agriculture et le blé, vers l'Europe. Et voilà, je laisse... C'est-à-dire Algerian Space, avec Saha, si on peut résumer cette époque, c'est-à-dire avant 205 avant Jésus-Christ,
L'architecture de la région, bien, elle était nettement claire. Il y avait à l'époque deux Numidies. Il y avait la Numidie orientale, qui était gérée par Gaïa, et elle était petite. C'était le royaume des Massiles. Ils étaient un peu pauvres. Et ils travaillaient comme étant des cavaliers et ils n'étaient pas vraiment riches. Et de l'autre côté, il y avait la Numidie occidentale, dont le roi était Sifax. Elle était riche. C'était un pays agricole. Ils commerçaient beaucoup avec l'Ibérie, tu vois, la région ibérique. Ils exportaient les produits agricoles, ils importaient beaucoup de fer et de métaux, tu vois. Donc, on va dire les deux Numidies, ils avaient pour frontière Oued Melouia, l'actuel Oued Melouia, et la Numidie occidentale, orientale, elle avait pour frontière l'actuel Kef. La Numidie orientale, elle avait pour capitale Annaba, la Numidie occidentale, elle avait pour capitale Inti-Moushin. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Il y avait dans la première guerre punique, c'est-à-dire entre Rome et Carthage, donc les Numides, ils étaient obligés de s'allier à l'une des forces. Massinissa, on va dire, qui a succédé à Gaïa, dont les détails ont été rapportés par Algerian Space, il avait pour deux ambitions. C'est de garder, c'est de garder le trône et assurer la stabilité interne parce qu'il y avait une période de troubles. Et deuxièmement, il avait pour ambition d'unifier la Numidie. Il faut savoir que 205 avant Jésus-Christ, Rome, elle était prête à tout pour dominer Carthage. Et Carthage, à l'époque, c'était, on va dire, elle avait une force, c'était une force économique. Elle avait des places marchandes, elle avait des places commerçantes et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Massinissa? Massinissa, il a décidé aujourd'hui de s'allier avec les Romains contre Carthage dans cette guerre. Donc, parmi on va dire les points positifs de cette guerre, c'est qu'il y avait l'unification de cette Numidie, c'est-à-dire que Massinissa a réalisé son objectif, c'est-à-dire d'unifier la Numidie. Donc la Numidie occidentale et orientale, ils forment une seule unique Numidie, dont les frontières sont de Oued Melouia actuellement et le côté tunisien, c'est-à-dire El Kef et Tabarka. C'est ça, et elle avait pour capitale Cirta. Donc aujourd'hui, c'est ça la première période de la Numidie, c'est-à-dire on parle de 205 avant Jésus-Christ, mais la Numidie a été unifiée 203 avant Jésus-Christ. Et le règne de Massinissa a duré de 203 jusqu'à 148 avant Jésus-Christ. Et maintenant, on va attaquer la deuxième période, c'est-à-dire la mort de Massinissa et l'époque de Messepsa. À vous l'honneur. Qui veut prendre la parole? De Moi, Algerian je vais juste, Space, Nabil. justement, je vais juste apporter quelques éclaircissements concernant Massinissa. Pourquoi il est considéré comme un héros national et pourquoi l'armée algérienne fait référence donc à ce personnage et à la Numidie, parce que vous allez passer à d'autres personnes. Bah, c'est que Massinissa, il est considéré comme le plus grand, on va dire, stratège en Afrique du Nord. C'est le roi le plus puissant. Il y a des témoignages, donc il y a l'historien donc romain très connu. Donc je vais évoquer donc je vais évoquer un petit peu ce qu'il a dit concernant le personnage, mais c'est que la Numidie, en fait, il faut rappeler qu'elle a un héritage militaire et culturel très puissant. Donc, en termes de puissance maritime, connue aussi par la cavalerie. Donc, la Numidie, elle est considérée comme une référence très très solide qui sert donc à consolider l'identité algérienne. Concernant sa rivalité avec Carthage. Donc il y a l'historien Titus Livius, donc c'est un historien très connu,
Bah, pour Massinissa, les Carthaginois sont des étrangers. Donc, ils viennent du Moyen-Orient. Ils sont considérés comme, comme des étrangers. Et il dit, hein, dans les récits de Massinissa, ils disent que c'est les Carthaginois. Ils sont venus, se sont installés sur nos terres. Ils nous ont confisqué nos terres, etc. Donc, il faut récupérer donc ce qui nous a été pris par tous les moyens, par tous les moyens. Donc ils nous ont volé des terres par la force. Ben, il faut les restituer par la force et par l'alliance historique, l'alliance plutôt faite avec les Romains. Massinissa, c'est celui donc comme évoqué précédemment. Donc c'est celui qui a uni donc les deux peuples numides, hein, parce que j'aurais aimé en fait qu'on parle un petit peu de la population, c'est-à-dire l'état de la population numide à l'époque, quelles étaient donc les activités, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient, etc. Donc il faut savoir quelque chose, c'est que Massinissa, il a apporté des techniques d'agriculture donc très avancées de l'époque. Il a, comment dirais-je, en termes d'urbanisme, il a construit donc des villes. C'était assez moderne, hein. Il y a des vestiges numides qui existent jusqu'à maintenant. Donc il a unifié, il a consolidé son pouvoir et la Numidie à cette époque, elle est devenue une puissance, comme je l'ai dit précédemment, une puissance régionale très influente qui a été souvent en conflit avec Carthage et avec Rome. Voilà. Donc juste pourquoi Massinissa, donc pourquoi il est connu, parce que c'était un fin stratège. Il a su unifier donc les tribus donc berbères en Afrique du Nord. Il y avait un système. Il a développé donc l'agriculture. Il a développé donc il avait aussi une monnaie. Il y avait un système aussi, un système fiscal. Et en termes militaires, la Numidie c'était donc une puissance très 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 influente, très influente à l'époque. Et dans les témoignages de Titus Livius, ou en français s'il s'appelle Tite Live, donc il considère Massinissa comme un chef militaire exceptionnel et en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, donc voilà, c'était juste pour préciser pourquoi il y avait donc un conflit entre Massinissa et les Carthaginois. Donc c'était, comme dit précédemment par un intervenant, ah bah, c'était le jeu, un jeu de pouvoir. Donc il fallait s'étendre. Et comme Massinissa, il était encerclé, donc il ne faut pas oublier que Syphax, donc il était dans le camp des Carthaginois, donc il était encerclé par Syphax, donc côté ouest, et par les Carthaginois côté est. Voilà. Donc il a participé, il faut pas oublier que Massinissa, donc il a participé aussi à d'autres campagnes, hein, et, par exemple contre le roi macédonien Persée en Grèce. Donc il était très, c'est-à-dire la cavalerie, donc la cavalerie, et je laisse donc ceux qui nous écoutent vérifier par eux-mêmes, la cavalerie numide, elle était redoutable, elle était très 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 redoutable donc à l'époque. Donc voilà, donc c'était pas uniquement un chef de guerre, donc c'était une personne qui a su faire naître les premiers sentiments d'appartenance et le premier sentiment patriotique, donc ont vu le jour donc pendant son époque. Voilà, il était aussi connu par sa sagesse. C'était un fin stratège, son courage, sa détermination, et il était respecté par ses alliés et aussi par ses ennemis. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. C'est-à-dire, J'en profite pour dire un peu ce qui de l'héritage de la Numidie. Et on peut le retrouver dans la Constitution de l'Algérie, qui cite un peu l'histoire du royaume de la Numidie. Donc, je vais vous citer et vous pourrez rechercher par vous-même. Donc, voilà, il a ainsi dit, donc, le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes
qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité. Placée au cœur des grands moments qu'a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'islam jusqu'aux guerres coloniales, les héros de la liberté, de l'unité et du progrès, en même temps que les bâtisseurs d'États démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix. Voilà. Si je peux me permettre, juste pour rajouter un certain détail, justement ce que tu cites, qui est indiqué dans la constitution algérienne, c'est que l'histoire, c'est-à-dire peut-être que il y aura d'autres épisodes où vous allez évoquer les autres civilisations qu'a connu l'Algérie, c'est que l'histoire de l'Algérie, malheureusement, à cause de ça, on s'est fait beaucoup d'ennemis, beaucoup de jaloux. Nous, on a hérité d'une histoire glorieuse, marquée par la résilience et la détermination, surtout la détermination du peuple face à l'adversité. Donc voilà, il y a une riche culture en Algérie, un patrimoine historique, et comme je l'ai évoqué précédemment, c'est que l'armée algérienne fait référence à cette époque et surtout au roi Massinissa. Ce n'est pas pour rien, mais c'est pour tout les qualificatifs que j'ai évoqués précédemment. Voilà, merci beaucoup. يعطيك الصحة. العملية de Siti, je te rends hommage avec Saha. Parce qu'aujourd'hui, on va attaquer la deuxième époque, on va dire la deuxième période de la Numidie, c'est-à-dire après la mort de Massinissa. Massinissa, il a régné sur la Numidie de 203 avant Jésus-Christ jusqu'à 148 avant Jésus-Christ. Il a pu édifier un État, il a pu créer une organisation, car cette organisation elle est basée sur deux niveaux. Chaque région elle est gérée par un gouverneur et chaque tribu elle est gérée par un muqarran, c'est-à-dire un muqarran, ça signifie un chef. Donc c'est ça, on va dire, les réalisations de Massinissa. Mais Massinissa, il avait trois enfants. Donc après sa mort, en 148 avant Jésus-Christ, Massipsa, il a pris les rênes. J'aimerais vous poser une petite question. Quel était le lien entre Massipsa et Jugurtha? Pourquoi Massipsa voyait en Jugurtha qui était son neveu et non pas son frère? Quelle est la chose qui a fait que Jugurtha devient, on va dire, le conquérant, ou bien comment il a pu et su faire de l'ombre à son oncle? Voilà. Je laisse Mac Vision ou bien Khalid répondre. Excuse-moi, j'étais en train de m'occuper côté, j'ai pas tout entendu, tu peux reprendre. Je disais, après la mort de Massinissa, Massinissa, il avait trois enfants. Donc, il avait, parmi l'un de ses enfants, c'est Massipsa qui a pris on va dire, le flambeau et a succédé à Massinissa en 148 avant Jésus-Christ. Mais entre-temps, il y avait un autre personnage qui a commencé à émerger dans l'État, qui était Jugurtha, qui était le petit-fils de Massinissa et le neveu du nouveau roi numide qui est Massipsa. Pourquoi Massipsa il a senti que Jugurtha lui faisait de l'ombre? Pourquoi il y avait cette rivalité entre les deux hommes? À vous. J'ai pas suivi le sujet, ouais, je veux bien laisser la parole à quelqu'un d'autre. Oui, justement, en fait, ça, c'est les inconvénients, hein. C'est quand tu définis pas, c'est-à-dire tu définis pas la personne, donc la personne à qui tu dois donner le pouvoir, quand ce n'est pas fait d'une manière claire, il y a un peu des tensions. Donc, toi, tu parles de Massipsa, hein, et Jugurtha. En fait, les deux, c'est des membres de la dynastie numide de Massid. Les Massides. Massid. Et en fait, Massides, c'est les oui, Massides. Les ouais, Massides, oui, ils ont les- gouverné, tout à fait, tout à sur fait. la Numidie jusqu'à la fin. Exactement. Donc, Massipsa, était le fils de Massinissa. Donc, c'était
un roi numide. Donc lui, il a continué donc dans la lignée de son père. Hein. Il a continué à unifier donc les tribus numides. Il avait participé il a participé aux guerres. Il était dans la lancée de son père. Mais le problème, c'est que Massipsa, il a reçu une partie du royaume de son père après sa mort. C'était seulement une partie et qu'il avait en plus partagé. Donc il y a beaucoup de royaumes qui, en fait, il n'y a pas une personne désignée on va dire, qui hérite de tout le royaume. Il y a toujours donc il y en a plein. Hein, il y a plein de royaumes après qui sont tombés, qui ont sombré dans l'oubli. Donc il a partagé avec ses deux frères. Donc c'est Gulusa et Mastanabal. Donc, et Jugurtha, justement, parce que tu parlais de Jugurtha, Jugurtha, c'est le petit-neveu de Massipsa. Et c'est le petit-fils de Mastanabal. Donc, il avait été adopté par Massipsa et qui avait fait de lui son héritier. Donc, voilà. Et Jugurtha, il s'est heurté à des rivalités. Donc, il y a des rivalités avec les autres membres de la famille royale. Donc, avec un autre cousin qui s'appelle Aderbal, et qui avait reçu une partie du royaume. Donc voilà, donc on se retrouve donc avec des rois que chacun donc a une parcelle ou une partie de royaume. Donc forcément il y a des tensions qui naissent, des rivalités. Et ben tout ça, ça a conduit à une guerre civile connue sous le nom de guerre de Jugurtha. Donc elle a duré à peu près 7 ans. 4 ans. 7 ans. 4, Non, de 112 à 105 avant Jésus-Christ. Voilà. non, 117, de 117 à 112. De 117 à 112. Après, en termes de date, peut-être qu'on n'a pas les mêmes références. Donc, du coup, Ok. c'est qui l'a emporté? Eh ben, c'est Jugurtha. Jugurtha, il a vaincu son cousin, donc Aderbal, que j'ai évoqué précédemment. Et ben après, il a gagné. Ben, il s'est proclamé roi de Numidie. Voilà. Avec ça. Voilà. Donc après, donc Rome, hein, Rome, comme c'est un allié, et ben ils n'ont fait que reconnaître le gagnant. Donc Jugurtha, donc il est devenu roi de la Numidie. Donc ça s'est fait dans la douleur et au détriment des autres membres de la dynastie numide. Voilà. Avec ça, Khalid, pour résumer, c'est que, voilà, on va dire, quand Massinissa était vivant, Massinissa, il était tellement intelligent qu'il a toujours profité de la guerre qu'il y avait entre Rome et Carthage. Parce en 176 avant Jésus-Christ, il y avait la deuxième guerre punique, c'est-à-dire où Rome a décimé complètement Carthage, elle l'a écarté du jeu. Et cela a poussé Massinissa, on va dire, à profiter de ça. Il a récupéré 70 places commerciales et on va dire places marchandes. C'était en 172 avant Jésus-Christ. Donc, on va dire la famille de Massinissa à l'époque, il y a ceux qui ont pris, on va dire, le goût de l'argent. Ils sont devenus commerçants. Ils commerçaient. En plus, ils gouvernaient le pays. Il y a ceux, à l'image de Jugurtha et son père, il y a ceux qui ont, on va dire, qui ont géré tout simplement le pays, à l'image de Haderbel et Asepsel, qui étaient, on va dire, des technocrates et des bureaucrates, qui étaient toujours chargés de la défense et de la justice. En, en 148, quand Massinissa est mort, mais c'est ça, on va dire, il incarnait, on va dire, ce roi qui avait, on va dire, qui gérait l'argent et gérait le pays. Donc, à la base, c'était quelqu'un de très controversé parce qu'il gérait très mal l'argent. Il avait une relation, on va dire, un peu incestueuse avec les commerçants et les hommes d'affaires romains. Donc, il a été toujours soupçonné d'être un homme, on va dire qui mettait un peu de côté l'argent du peuple. Donc, il a été quelqu'un de très contesté. Et Jugurtha, c'était quelqu'un, on va dire, un homme rusé, qui avait toujours des ambitions. C'est quelqu'un qui a compris que Rome, elle était corrompue. Il avait un lien très important avec le Sénat romain.
C'est de là qu'il a dit sa fameuse phrase que Rome, elle était à vendre et moi, je suis son acheteur. Donc, il a compris qu'il fallait corrompre, on va dire, les dignitaires de Rome et les politiciens de Rome pour avoir la stabilité et la paix en Numidie parce qu'il savait que il y avait un grand lien, on va dire une coopération militaire et commerciale entre Rome et la Numidie. Et Rome, elle était toujours, on va dire, elle était très écoutée par Messipsa. C'est en, en 117 que Messipsa est mort. Et c'est là où les problèmes ils ont commencé, c'est-à-dire la première guerre intestinale qui a éclaté au sein de la Numidie unifiée. C'est-à-dire Jugurtha, il a voulu prendre le pouvoir. Absel, Adherbal, ils ont dit non. Donc la Numidie a été divisée en deux. Pourquoi a été divisée en deux? Parce qu'il y avait une guerre. Et Jugurtha, il était tellement intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au Sénat de Rome. Il a corrompu certains politiciens, dans lequel ils l'ont aidé, tu vois, à asseoir son autorité sur la partie occidentale de la Numidie. Et Absel et Adherbal géraient la partie orientale. C'est-à-dire en 117, la Numidie a été divisée encore une deuxième fois. En 117, il y avait deux Numidies. La Numidie occidentale, elle était gérée par et gouvernée par Jugurtha. Et la Numidie orientale, elle était gérée par Absel et Adherbal. Mais Jugurtha, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, écoutez, moi je dois unifier, je dois unifier la Numidie. En 112, il a pu unifier la Numidie. Il a tué Absel et Adherbal après une guerre qui a duré 5 ans. Il les a tués, il les a annexés. Mais on va dire par la fugue de jeunesse, on va dire, ou bien par maladresse politique, il s'est attaqué aux commerçants romains. Donc il a tué des hommes d'affaires et des commerçants romains, chose qui a soulevé un grand scandale à Rome. Et le Sénat romain a décidé de sanctionner Jugurtha en lui en lançant, on va dire, des attaques. C'est en 1912, en 112 avant Jésus-Christ que Rome a désigné Metellus, un consul, pour attaquer Jugurtha. Je continue ou bien est-ce que tu as quelque chose à dire, Highland, Historia? Non, non, tu peux continuer. Ok, continue. Moi, je vais juste rebondir sur pourquoi. Parce qu'en fait, pour expliquer un petit peu les choses, c'est que Massinissa donc, et Rome, ça allait bien. Ils étaient donc des alliés. Et ensuite quand Rome, je sais pas, parce que j'entends, il y a une personne qui a son micro ouvert. Enfin, c'est Historia Ahmed. Historia, ferme ton micro, Barkouya Aziz, et après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Rome ont vaincu, donc quand Rome ont vaincu les Carthaginois, donc il y a eu plusieurs guerres puniques. Je parle de celle qui a eu lieu 146 avant Jésus-Christ. Ils ont étendu leur domination. Donc c'est normal. Même actuellement, vous pouvez faire une transposition avec ce qui se passe. Bah, des fois, il y a des alliances, mais finalement, c'est pas des alliances. Donc c'est Rome. Elle avait une influence grandissante. Donc, même une domination sur la Numidie. Et Rome aussi, elle a participé en fait à nommer des rois numides. C'est des rois numides qui étaient vraiment fidèles, à Rome. Donc, il y a eu des contestations. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc j'ai expliqué un petit peu les mésententes entre les rois numides, mais c'est que les rivalités internes entre les membres de la famille royale, donc c'était pourquoi on est si proche de Rome, pourquoi on laisse Rome asseoir donc son influence sur la Numidie. Et Jugurtha, donc lui, il faisait partie des gens qui étaient contre donc la domination romaine donc sur la Numidie. Au début, c'était un allié, comme je l'ai dit précédemment, mais ensuite il a commencé à contester cette domination.
Et il a mené, comme il a dit Abbé, il a mené des actions hostiles contre les alliés de Rome. Et ben, finalement, les Romains, donc, finalement, ils se sont opposés à Jugurtha, ils ont envoyé des troupes, etc. Donc, il y avait des batailles. Jugurtha, donc, la tactique de Jugurtha face aux Roms, donc, c'était la guérilla. Donc, c'était la guérilla, il harcelait les troupes romaines et il a remporté plusieurs victoires. Donc, il a remporté plusieurs victoires. Il a essayé aussi donc à diviser les alliés romains. Il promettait des récompenses, etc., à ceux qui rejoignaient ses troupes. Voilà, mais finalement, malheureusement, après peut-être je vais laisser Abbé parler de ce détail-là. Bah, il a été trahi. Il a été trahi par. Je vais laisser le plaisir à Abbé de détailler cette histoire. Il a été trahi, il a été capturé. Et voilà, donc il a été exhibé à Rome. Ensuite, je pense, soit il a fini ses jours en prison, ou il a été exécuté. Voilà. Donc c'est pour ça, moi, ce que j'insiste, c'est l'héritage. Ça veut dire ces hommes braves, donc nos ancêtres. Eh ben, on comprend, hein, on comprend plusieurs centaines, plusieurs siècles ou plusieurs milliers d'années. Ah ben, on reconnaît l'empreinte algérienne, c'est-à-dire c'est un peuple qui ne se laisse pas faire. C'est un peuple qui a tendance donc à repousser donc on va dire les agresseurs. C'est un peuple fier et qui tient à sa fierté et à sa souveraineté. Et on verra peut-être que plus tard, il y aura l'occasion de parler des autres donc, civilisations, les autres empires donc, qu'a connu donc, l'Algérie. Et vous allez voir, c'est toujours il y a toujours une continuité. Il y a toujours une continuité. Peut-être parce que je suis en train de lire, de lire les commentaires, ben voilà, on reconnaît l'Algérien par donc, sa fierté, sa dignité. Et voilà, donc c'est toute une fierté. Voilà, donc c'est pas une histoire. Pas une histoire qui date. Ouais, vas-y, je t'en prie. Juste pour dire que c'est pas une, ça date pas d'hier. Hein. Ça date pas d'hier. Hein. C'est pas. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On va. Alors moi c'est un peu compliqué parce que comme j'ai pas pu enfin je peux pas me connecter ce soir comme je veux. Moi je voulais juste faire un petit topo de 5 minutes justement sur un peu l'origine de la Numidie. Alors j'arrive un peu en retard, mais bon après finissez et puis je prendrai la parole quand vous aurez fini sur Jugurtha. C'est- J'entends mal, désolé. Bah bon, désolé, hein, c'est vrai que je casse peut-être un petit peu la chronologie du coup. Bah du coup c'était un peu pour voilà, c'était un peu pour rappeler un peu la Numidie d'où ça vient. Alors déjà, vous avez très bien rappelé un petit peu l'enjeu de la Numidie, hein. Alors c'est vrai qu'il y a la constitution algérienne qui le rappelle, etc. C'est très bien. Mais il faut aussi rappeler que c'est une contribution absolument majeure d'un point de vue civilisationnel. Ce qu'on mange actuellement, c'est-à-dire nos plats, notre façon d'écrire, notre façon de s'habiller, tout a été conditionné vraiment par la période des rois numides, en fait, qui ont vraiment fait des choix majeurs que même les différentes vagues d'occupation n'ont pas pu effacer, voire ont même adopté. Parce que la colonisation la plus dure que l'Algérie a subie, c'est-à-dire la colonisation française, aujourd'hui le premier plat mangé en France qui est préféré des Français, c'est le couscous, qui est un plat humide hein, à la base. Donc il y a beaucoup de choix qui ont été faits en Numidie et qui ont un poids majeur absolument aujourd'hui. Et donc pour rappeler un petit peu d'où viennent les Numides,
Déjà, il faut distinguer ce qui est la proto-histoire de l'histoire. La proto-histoire, c'est un petit peu quand, vous voyez, en Algérie, il y a beaucoup d'articles quand on déterre des squelettes par exemple à côté de Sétif, etc. Et on en déduit un petit peu qu'il y a 25 000 ans, donc bien avant la Numidie, il y avait grosso modo une civilisation ibéro-mauricienne et à partir de 4500 ans, entre la Tunisie et l'Algérie quelque part, il y a eu la civilisation de Kapsa qui est apparue. Donc ça, c'est la proto-histoire, c'est par exemple, on commence à fouiller des ossements, des silex, etc. La Numidie, on est déjà dans l'histoire, et l'histoire qui est rapportée par des historiens, surtout gréco-romains, notamment le mot numide, hein, qui est quand même qui est un mot berbère à la base, mais qui est quand même très très connoté grec. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, dans l'Afrique du Nord, la Numidie, elle émerge en fait de l'ensemble qui était appelé l'ensemble libyque. Donc cet ensemble, c'est Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ en fait qui le décrit le mieux. Et il décrit 5 tribus, dont une va donner la Numidie. Donc la tribu des Mazirs, des Max, des Ouagas, il donne aussi différentes tribus qui sont un peu moins étendues, les Iracen et les Maquiles. Tous ces tribus-là, en fait, elles vont commencer un petit peu, alors c'est surtout les Mazirs, hein, parce que c'est cette prédominance. En fait, à chaque fois, c'est un petit peu un système de poupée russe. C'est-à-dire que parmi toutes ces grandes tribus, il y a un roi qui va marquer sa génération et qui petit à petit va donner, en fait, lui-même, va avoir parmi sa descendance un autre roi, etc. Donc le premier des rois berbères, en fait, qui est très connu, c'est Mazir. Mazir, bon, est-ce qu'il est mythique, est-ce qu'il est réel, etc. Il a quand même laissé son nom à une grande partie du peuple berbère, hein. Et donc c'est parmi sa descendance en fait qu'on va avoir le premier roi vraiment qu'on pourrait qualifier de numide, qui est Médracène. Médracène, donc à Médracène on a fait un grand bond, on est déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est ce Médracène en fait qui vraiment va donner parmi ses descendants toute la filiation numide qu'on connaît, qu'on évoque, Massinissa, etc. Il faut savoir qu'à l'époque de Médracène, en fait, il a eu lui donc sa descendance s'est divisée. Et que c'est parmi la descendance de Médracène qu'on va avoir les deux branches qu'on connaît, Massaïsil et Massil. Alors après, ça reprend un petit peu des divisions tribales qui existaient avant. Parce qu'il faut savoir que Médracène, lui, par exemple, c'est l'ancêtre des Botres. Donc toutes les branches zénètes, toutes les dynasties, Zianides, Mérinides, Maharawa, Ifrénides, etc., descendent de Médracène, dont le tombeau est aujourd'hui dans les Aurès. Parallèlement à ça, un autre descendant de Mazir, Branès, lui, va donner d'autres tribus qui vont s'étaler un petit peu. Et donc, que nous disent les auteurs grecs et latins, en fait, c'est qu'à partir on va dire, de l'an 140 avant Jésus-Christ, ils vont très bien distinguer ce qui étaient les Morussi, donc les morts, des Numides, donc les Numides. Et les Numides s'étendent grosso modo jusqu'à Tanger. Voilà, donc c'est y compris par ce qu'on appelle aujourd'hui les montagnes du Rif, et il y avait interpénétration entre ceux qu'on appelait morts et numides. Donc par exemple, quand vous avez des gens qui disent que Moorish, par exemple les morts c'est le Maroc, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y avait aussi des morts en Algérie et des numides au Maroc. Parce que les auteurs grecs et romains avaient du mal à distinguer les deux ensembles. Ensuite, on va avoir des ensembles politiques bien définis avec les royaumes de Massinissa, effectivement, et les royaumes de Bocchus. Et là, effectivement, on va avoir vraiment une Numidie, un Regnum Numidiae et un Regnum mort, qui lui va vraiment correspondre, on va dire grosso modo, à l'Algérie, au Maroc. Mais il faut savoir que la population numide de base, la civilisation numide, elle s'étend même sur le Maroc, mais elle a pour centralité l'Algérie. C'est-à-dire que tous les tombeaux des rois, etc., sont enterrés en Algérie, et le berceau, c'est vraiment l'Aurès. Notamment, bon, alors après c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais faut savoir que l'histoire autour de ça, c'est que Hérodote, 5 siècles avant Jésus-Christ, voyait en fait, si vous voulez, le monde berbère divisé en deux. Un monde de l'Atlas stélien au nord, nord-ouest, c'est-à-dire tout ce qui est l'Atlas stélien, algérois, les Aurès, etc., jusqu'au Maroc, c'était pour lui un premier monde berbère, et que derrière le Géride, en fait, qui décrivait comme un lac, donc le Géride aujourd'hui, c'est ce qui est en Tunisie, des espèces de lacs d'eau salée, toute la Libye sablonneuse, en fait, pour lui, c'était un deuxième monde plus nomade et
qui n'a pas donné vraiment de civilisation. Donc là, en fait, on est plutôt dans les civilisations du. Oui. Alors les Gétules, c'était pas encore les Gétules, parce que les Gétules, c'est un mot qui va apparaître à l'époque romaine, plus gréco-romaine, mais effectivement, parmi ces peuples qui vivaient dans le grand désert libyque, il y avait effectivement des Gétules plus tard qui vont émerger, notamment les Gétules de Cinéraïque qui vont être cités ensuite à l'époque romaine, qui ont donné ensuite beaucoup de tribus et de miliciens à l'Empire romain. Mais voilà, grosso modo, on est dans les civilisations du nord, du nord-ouest, et la Numidie est vraiment la première civilisation qui va avoir un système, on va dire, civilisationnel complet. Un système politique avec une monarchie, un système architectural, même si c'est un style un peu hellénisant, mais on a quand même la Médracène, et on voit bien ensuite, on a deux, trois siècles plus tard, voire même 4 siècles plus tard, le mausolée de Juba II à Tipaza. Donc on voit bien que c'est un peu le même style de construction. Un système d'écriture très important. C'est le système libyque et en fait l'écriture tifinagh en fait c'est une écriture numidique. À la base elle était à Constantine et on retrouve les stèles essentiellement en Kabylie, à Constantine, dans l'Algérois, etc. Et ensuite ça a été gardé par les Touaregs. Et surtout on a bien sûr une culture agricole, c'est-à-dire le blé, la civilisation du blé, ce qu'on appelle la civilisation du blé. Donc tout ce qu'on mange actuellement, voilà, très concentré sur le blé dur surtout. Voilà, ça vient de la Numidie. Il faut savoir que avant la Numidie, il y avait deux systèmes céréaliers, l'orge et le blé, et c'est la décision de Massinissa en fait qui va imposer le blé, parce que Massinissa en fait a entre guillemets, on dirait aujourd'hui nationalisé. Il a pris toutes les bonnes terres en fait du Constantinois et il a imposé la culture du blé dur aux tribus. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de désordres, de révoltes, etc. Et quand bien sûr il a soumis ses rivaux, hein, ses rivaux de la Numidie de l'Ouest, du coup, là, il s'en est encore donné à cœur joie en étendant toujours plus la culture du blé, en faisant ce système aujourd'hui qu'on dirait, bon, c'est une nationalisation. Grosso modo, il a fait ça, bien sûr, en implantant des, des propriétaires terriens qui lui étaient acquis. Et donc, c'est ce système-là, bien sûr, avec son alliance avec les Romains, etc. Certains ont évoqué l'exportation de blé. C'est tout à fait vrai. Effectivement, il y a déjà un commencement avec l'exportation du blé à cette époque-là, qui d'ailleurs va être continué un petit peu tout le temps pendant l'histoire de l'Algérie. Il faut savoir que l'Algérie, notamment sous le dé d'Alger, exportait encore du blé. C'est vraiment voilà la Numidie qui va donner un petit peu les paramètres de l'Algérie dans l'histoire qu'on va connaître ensuite. Voilà. Je reste un petit peu. C'est le mec. Alors, il y a des problèmes, ils disent qu'ils n'entendent plus. Vous m'entendez? En bas, ils disent qu'ils n'entendent pas. En bas, ils disent qu'ils n'entendent pas. Bizarre. Vous entendez? Moi, je t'entends très bien, hein. Alors je sais pas qui c'est qu'on n'entend pas, mais faudrait préciser. Ah, Ah, ils disent qu'il y a des coupures. C'est pas pareil.
Moi, je t'entends. Nous, on Oh non, on entend, mais après, s'entend peut-être qu'en bas, ils entre n'entendent nous. pas. Et parce qu'il parle de AB, mais lorsque les autres parlent, est-ce que vous les entendez? Moi, vous m'entendez ou pas? Ah, c'est bizarre, ils disent rien du tout. J'ai pas J'entends rien du l'impression, tout. ouais. Moi, je vois des oui. Qu'ils entendent mal, ils n'entendent pas AB, ce que j'ai compris. Et Rania, Bah, je vais descendre, attendez. Et là, du coup, alors, faudrait dire les noms parce que nous, ça nous avance, ça nous avance pas beaucoup. On n'entend personne, donc comme ça, c'est clair. On va descendre, et puis c'est tout. Comment? Moi, je sais pas si on m'entend. Je sais pas. AB, il est parti ou... Ah, il revient? Ah, c'est étrange. Ouais, apparemment, on m'entend, hein. Ok, bah, je sais pas. Justement, on en était où? D'accord. Mais on en était où déjà? Parce que c'est pas pour... c'est pour suivre un petit peu le... vraiment de Massinissa, mais après, il y a eu tous les descendants jusqu'à Juba Ier. Donc, si Jugurtha, qu'on a cité aussi. Donc, après, le prochain, le plus connu, je crois, c'est Juba Ier, qui était le dernier empereur numide. Après, D'accord. On va juste... après les guerres. Oui, Ah, oui, Jugurtha, d'accord. Ok. oui, là, Oui, c'est moi, je bon, on t'entends t'entend. très bien. Moi, je t'entends très bien. Justement, Abbé, on est toujours sur Jugurtha. Si on peut juste évoquer un petit peu sa fin triste, comment elle a été trahie, capturée, etc., et capturée. Voilà. On en était là. Justement, je t'ai laissé le soin de d'évoquer cette partie-là. Non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. En fait, justement, pas pour donner plus de détails, c'est que, en fait, comme il y avait Jugurtha, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc il était en guerre contre les Roms, donc il menait une guerre de guérilla, donc c'était une guérilla, et donc il les harcelait, etc. Et Bocchus, au début, en fait, il était avec Jugurtha, ce qui est tout à fait naturel, hein, c'était des Numides, etc. Mais secrètement, il a commencé des négociations avec les Romains, qui lui ont promis de lui accorder en fait des concessions territoriales. Donc, tu collabores avec nous, donc avec les Roms. En échange, eh ben, on te file des terres. Et ben, Borus, ben, il a accepté tout simplement, hein. Il a décidé de trahir Jugurtha et de le livrer aux Romains. Donc en fait, il a invité, comme tu as dit, hein, donc il l'a invité avec son épouse à se rendre donc dans sa cour donc, pour discuter. Même la Ruse il lui a dit viens, on va discuter de guerre. Donc on va discuter de guerre, on va essayer de voir comment on va contrer donc les Romains. Donc Jugurtha, comme c'est son gendre, donc il lui a fait confiance. Et en même temps, donc Borus il avait conclu donc un accord secret avec le général romain, donc qui s'appelle Sulla, qui a envoyé donc une armée pour capturer Jugurtha. Voilà donc juste un petit rappel. Donc ensuite Jugurtha il a été emmené à Rome, donc il a été exhibé. Il a été exhibé donc lors d'un triomphe romain et bah, tout simplement sa capture a mis fin à la guerre
à la guerre numide qui avait duré plusieurs années. Et justement, quand tu as le président, là, justement, pour parler un peu politique, le président français, quand il a dit que l'Algérie, c'est un État moderne, etc., eh ben, le ministre des Affaires étrangères donc, algérienne, il est parti en visite en Italie, ben, il lui a rendu sa pièce. C'est que tout simplement, il est parti dans la cellule où était Jugurtha. Donc il y a plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Donc un roi numide. Donc nous, donc les Algériens, on descend donc forcément de ces populations-là. Il était en guerre donc, contre les Romains. Alors moi, je sais pas, je connais pas d'histoire sur la rive nord en fait de la Méditerranée. Je pense pas qu'il y avait des gens qui arrivaient à la cheville de Jugurtha ou de Massinissa. Voilà, c'était juste pour dire que l'Algérie a une histoire donc millénaire, En très très sachant que présentielle. Massinissa a deux statues, parce qu'il était vénéré dans toute la Méditerranée. Donc Massinissa a deux statues sur l'île d'Élos en Grèce. Tout à fait, c'est possible, c'est possible. Voilà. Je cède la parole. Hein. Je ne sais pas si Abbé s'il est revenu ou pas. C'est étrange. Rania, Rania, est-ce que tu nous entends? Parce qu'il y a la sœur Sarafine qui nous dit qu'elle s'est fait pirater 50. Allô, allô? Rania? Ouais, on t'entend. Ah, mais Rania, elle nous entend pas. Bon, elle est en Ouais, pause, ouais, non, mais elle envoie, je crois qu'elle peut plus parler. elle peut plus faire monter peut-être même AB, ça se trouve. Ce qu'on va faire de toute façon, vu que c'est passé, on va essayer de passer directement à Juba 2 et on refera un autre live pour la période Africanova. Parce que là, je crois que ça bug vraiment de tous les côtés. Ah, ben ouais, il y a des messages en bas, ils disent elle a plus le contrôle. Elle a plus le Ouais, bah contrôle vas-y, bah sur finis, live. ceux qui nous entendent, on finit avec Juba premier et après elle éteint et on relance quelque chose d'autre ou on va ailleurs, on verra. Mais Ouais. tu peux nous parler de Juba premier parce que c'était quand même le dernier empereur de Numidie et en plus c'est un érudit. Là, tu t'adressais à moi? Oui, oui, Island, oui, c'est Oui, ça. oui. Bah, Juba 2, bah, pareil, hein, comme Massinissa et Jugurtha. Donc, c'est un roi berbère. Hein, euh, il est devenu donc roi. On parle de Juba 2. Hein, il est devenu donc roi après l'assassinat donc de son père Juba Ier, donc assassiné par l'armée romaine. C'est pour ça que je Donc précisais, c'était le dernier empereur, Juba premier, c'était le dernier exactement, empereur numide et Juba 2 était après il faisait partie des provinces d'Afrique. exactement. Donc cependant après la conquête, donc la conquête romaine de la Numidie, donc Juba II, il a été capturé par Jules César et emmené à Rome en tant que prisonnier. Donc ensuite il l'a Après libéré. éduqué à la romaine. Exactement, tout à fait. Donc plus tard, l'empereur romain, donc Auguste, donc c'est Jules César qui l'a capturé et c'est Auguste donc qui a libéré donc Juba II. Donc il lui a donné le royaume de Maurétanie, qui était un territoire situé donc dans l'actuelle Algérie et Maroc. Donc Juba II est devenu un allié de Rome et donc il a opté pour un renforcement des relations entre Rome et les royaumes d'Afrique du Nord. Voilà. Lui, c'était un érudit, donc Juba II, et c'était un érudit et c'était un écrivain. Donc il a écrit plusieurs livres sur la géographie, l'histoire, donc la grammaire, l'astrologie. Et c'est lui qui a fondé la ville de Chirchel. Donc pour ceux qui connaissent Chirchel, à Tipaza, qui est devenu un important centre de commerce et de culture. Voilà. Et il est mort, donc 23, l'an 23 après Jésus-Christ. Donc, et ensuite, son royaume, il a été intégré à l'Empire romain. Voilà, donc je pense que là, on assiste à la fin de l'Empire numide. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Donc ce qu'on va faire les frères des Z Power,
Island, on va quitter et on va voir si on peut faire autrement. Peut-être elle va comprendre et elle va essayer de l'éteindre. Qu'est-ce que Ouais, t'en on va penses faire ça. des Power? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Puis ça se trouve, elle nous entend, tu vois, mais elle n'a pas d'accès, elle peut pas nous Ouais, il parler, y en tu a vois, je beaucoup pense qui qu'on... disent est-ce que Macvision ou d'autres peuvent ouvrir un nouveau live parce qu'elle contrôle plus rien. Ouais. Donc, Vas-y, on va un faire de ça, vous hein. veut lancer. Juste pour préciser, du coup, donc, parce qu'il parlait un petit peu de Jugurtha, pour reprendre, parce que je vais pas pouvoir rester longtemps. Donc, en fait, de Salam la taille. alaikum. Salam alaikum. Excuse-moi, frère. Oui, Smah pas li, hein. de Alors, Rania, en fait, t'as vu quand ça arrive comme ça que t'as plus de quoi faire, il faut que tu fermes l'application sans fermer ton live. Donc, tu Non, fais mais coulisser l'application, tu la fais oui. coulisser, tu la fais fermer la fenêtre complètement. Et une fois que tu as fermé ta fenêtre complètement, tu relances TikTok, tu revas dans ton live pour relancer le live, et là, il va te dire reprendre le live. T'as juste à cliquer sur Ça, reprendre le live et c'est tout. oui, ça m'est Fais déjà arrivé, j'ai monter, déjà fait ça. Je n'avais plus contrôle. fais D'accord. monter Highland, C'était fais de ma monter faute. Highland. Ok. Je D'accord. l'ai pas encore, là. Il est où, Ayman? Ah, le là. أول تحت أول تحت. Mm. Ok. Bon, bah, je J'étais redescends. bloquée, Je vous c'est écoute. un truc Ouais, de c'est fou. dommage. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux, de la Ouais, jalousie. ouais, il faut que quelqu'un descende pour que je puisse faire, parce que avec mon Vas-y, portable, j'ai pas neuf, j'ai pas. vas-y, je laisse ma place, je Ah, reste en ça bas. y est, ça y est, ça y est. Non, mais ça y est, Shams. Salem Island, désolé. Ah, c'est étrange, hein, c'est étrange ce qui s'est passé, mais bon, je sais pas si c'est un bug ou Je je sais sais pas. pas, une Ah, tentative de déstabilisation du live. Je pense, c'est une je attaque, c'est pense. une attaque. Tapotez, s'il vous plaît, en bas. Je descends, Rania. Ok, merci d'être ici. Juste pour finir, du coup, parce que bon, je vais pas pouvoir rester longtemps, parce qu'il y a un truc qui est très important à dire, parce qu'à chaque fois, en fait, on nous parle de la Mauritanie tardive. La Mauritanie tardive, qu'est-ce que c'est? Donc, Jugurtha s'est fait trahir. Il tombe ensuite dans un espèce de guet-apens, capturé par les Romains, etc. Et les Romains, en fait, taillent son fief en deux. Il y a une Numidie résiduelle constantinoise, en fait, qui est l'actuel Constantinois qui va rester en tant que Numidie. Et il y a une grande partie, en fait, de son royaume qui va être annexée à la Mauritanie de Bocchus, donc qui l'a trahi. Et donc, en fait, les Mauriches, en fait, prennent à chaque fois des cartes de cette Mauritanie tardive, qui a été redécoupée par les Romains, en disant, regardez, c'est ça la Numidie, enfin la Mauritanie, pardon, ça c'était sur les 2 tiers de l'Algérie. Donc ça, il faut savoir que c'est faux, parce que la vraie Numidie, pendant 3 siècles, elle était grosso modo dans les frontières de l'Algérie actuelle, donc de la Moulouya au Kef. Et donc toute la partie césarienne, hein, c'est-à-dire de la Moulouya à ce qu'on appelle l'Absaga, hein, donc aujourd'hui l'Absaga, c'est le fleuve qui passe par Constantine. Toute cette partie-là en fait a été adjointe par les Romains à la Mauritanie, mais c'était un morceau de la Numidie à la base, donc du royaume de Numidie qui était permanent pendant 3 siècles. Et donc les Romains, pendant le 1er siècle avant Jésus-Christ, vont détacher ce morceau-là, donc par le prix d'une trahison, hein, comme ça a été dit. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que finalement, le royaume de Mauritanie tardive en fait va passer sous un interrègne romain et que comme Bocchus, en fait, qui quelque part va être un peu maudit dans son destin, ne va plus avoir d'héritier, et ben, finalement c'est la dynastie numide qui va revenir à la tête de ce royaume de Mauritanie, donc de cette Mauritanie tardive. C'est Et donc c'est eux qui vont, notamment Juba I, Juba II, Ptolémée, qui vont être les derniers rois berbères de la Mauritanie, mais en fait en tant que rois numides. Et ils vont s'implanter à Cherchell, qui va être la nouvelle capitale, et donc Iole Césarée. Voilà. c'est avec ça, mais la chose la plus importante de dire Mhm. sur Juba à la base, Juba quand il a voulu, on va dire, quand il a pu unifier la Nubidie pour la deuxième fois, je pense qu'il s'est atterri les foudres de Rome. Et Rome a envoyé un consul qui s'appelle Métallus. Métallus, il a voulu vraiment découdre avec Juba, mais Juba, il a pu le corrompre une deuxième fois, c'est-à-dire pour faire durer, on va dire, la guerre.
Mais Métallus, il avait un adjoint, c'est-à-dire un vice-consul qui s'appelait Marius. Marius, il a constaté qu'il y avait une anomalie, que Jugurtha, il l'a corrompu, il avait des preuves et tout ça. Il est reparti à Rome, il leur a dit, écoutez, Métallus, il n'est pas en train de faire son boulot. Donc il a été désigné à la place de Métallus. Donc Marius, quand il a pris, on va dire, les rênes de cette escapade contre Jugurtha, c'était en 1912, c'était en 1911, c'était en 111 avant Jésus-Christ. Donc, il a dit, écoutez, moi, je dois faire une alliance avec Bocchus. Bocchus qui était, on va dire, le roi de la Mauritanie. Donc, il lui a envoyé un émissaire qui s'appelait Silla. Donc, ils ont conclu un accord, sachant que Bocchus est le beau-père à Jugurtha. Donc, il avait une entière confiance en lui. C'était son allié. Donc, a promis à Bocchus qu'elle va lui donner une partie de la Numidie s'il acceptait de trahir Jugurtha. Donc, en 104, Jugurtha a été capturé avec la complicité de Bocchus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc, il a été capturé, il a été exécuté. Mhm. Il a été exécuté. Et c'était la fin de la Numidie traditionnelle. Et la Numidie a été partagée en deux. Une partie, elle revient à la Mauritanie, a C'est été ça. annexée à la Mauritanie. Et la deuxième partie, tu vois, elle a été, elle a été annexée à Rome avec un Mhm. statut, on va dire, un peu particulier. Et c'est là on l'a appelé la Africa Nova, c'est-à-dire une Africa Nova, c'est-à-dire elle a annexé on va dire, le royaume de Rome. Oui. Et Juba le premier, il a été désigné, on va dire, comme étant le gouverneur de cette région. Mais après la guerre civile de Rome, entre César et Pompée, Juba le premier, euh, il a décidé, on va dire de soutenir Pompée, mais vu que Pompée a perdu, donc il a été écarté. Et c'était 30 après Jésus-Christ, 25 après Jésus-Christ, Auguste a été désigné comme étant le gouverneur de toute la région. Et de là, il a pu, on va dire, décimer le royaume de Mauritanie. Et il a pu annexer, on va dire, le royaume de Mauritanie. Et il a pu édifier toute une région on va dire, qui inclut la Numidie orientale et occidentale et la Mauritanie. Il l'a appelé, on va dire, sous un régime proconsulaire. Et c'est de là que la Numidie a été édifiée pour la troisième fois. Et à partir de 30 après Jésus-Christ, Juba II a été désigné comme étant le roi de toute cette région. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Highland, ou bien Non, non, Highland tu Khalid? peux, oui, oui, tu peux. On a, je sais pas, tout à l'heure, on a parlé justement de Juba I, donc qui a été assassiné par les Romains. Ensuite, on a parlé de Juba II, donc qui a été capturé, et ensuite il a été désigné roi. Je sais pas si tu étais là ou je sais pas si tu nous entendais. Mais tu peux continuer parce que tu rapportes des informations complémentaires. Oui. Donc vas-y, Abbé, je te laisse continuer. C'est c'est 30 Juba, c'est à partir de 30 après Jésus-Christ, Juba a été désigné comme étant, Juba II a été désigné comme étant le gouverneur de cette région. Mais en 39, mais en 39, il y avait, euh, il y avait, on va dire, un événement très important. On va dire, c'était le statut particulier que Rome va donner à cette région, à la Numidie. C'est-à-dire, avant, la Numidie a été sous la tutelle du Sénat. Mais après 39 après Jésus-Christ, elle sera sous la tutelle de l'empereur. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Oui, oui, moi je Ouais. t'entends très bien, Abbé. Elle est passée directement sous la tutelle de l'empereur. Mais dans cette période-là, cette région a été marquée par des instabilités politiques parce que Icosium, qui est Alger,
tu vois. Il y avait une résistance, c'est-à-dire le début de la résistance des Zénètes et des Mghalawa, qui commençaient vraiment à protester contre on va dire, ce statut militaire qui a été donné à cette région. Et donc, ils commençaient à protester. Et donc, quelle était la réponse des Romains? C'était le déplacement des populations. Ils ont commencé à déplacer les populations, d'Alger à Chlef et tout ça. C'est de là que la population des Mghalawa ont été déplacés d'Alger, d'Ecosium à Chlef. Et cela a poussé Tacfarinas à mener une guerre contre Rome, et qui a duré 7 ans. Et dont Rome on va dire, a perdu beaucoup d'hommes. Et 139 après Jésus-Christ, il y avait la désignation, on va dire, d'une nouvelle architecture de la région, c'est-à-dire la Numidie césarienne et la Numidie syrtienne, Numidie militaire et la Numidie syrtienne, c'est-à-dire la Numidie, elle s'étend aujourd'hui de l'Atlantique jusqu'à Sirte en Libye. Voilà. Et cette situation a duré jusqu'à Vandale. Juste pour préciser, donc du coup, du côté des Romains, donc quand ils ont pris Carthage, hein, donc Est-ce que vous la m'entendez? première conquête. Oui. Oui, oui, on t'entend. Bon, je sais pas si on m'entend moi, mais bon, c'est pas grave. Oui, on t'entend, Historia. Ok, super, bah, super. Du coup, oui, la première conquête romaine, hein, comme vous l'avez rappelé, c'était effectivement Carthage, avant même qu'ils s'ingèrent dans les affaires de la Numidie. Donc Carthage, c'est devenu l'Africain. Ensuite, ce qu'a rappelé Abbé justement, en fait, c'est que ils ont étendu finalement leur colonie à l'ouest, à l'est, pardon, à l'est de la Numidie, hein, une fois qu'ils ont fait tomber Jugurtha. Et donc la partie de la Numidie orientale qu'ils ont pris, plus Carthage, hein, l'ancienne Carthage, c'était l'Afrique dite proconsulaire. À côté de cette Afrique proconsulaire, il y avait donc une Maurétanie tardive, hein, la Maurétanie qui a été léguée à Juba, donc remaniée par les Romains, puis ensuite, comme Bocchus justement est mort sans héritier, ça a été ensuite donné à Juba après un interrègne romain, donc c'était un royaume dit client de l'Empire romain, et c'est cette Maurétanie en fait qui va être le dernier royaume berbère sous dynastie numide. Donc le royaume s'appelait Maurétanie, mais la dynastie était numide, hein, Juba II et Ptolémée de Maurétanie. Et ensuite, après ces deux rois, et donc après Ptolémée de Maurétanie, en fait, justement, on va tomber là dans des colonies romaines, sous un règne complet de colonies romaines, avec la Maurétanie qui va être coupée entre Maurétanie tingitane, donc de Tanger, et Maurétanie donc césarienne ou sétifienne, hein, donc qui grosso modo correspond donc à l'ouest de l'Algérie, et la Mauritanie sétifienne, pardon, à l'est, et ensuite l'Afrique, qui est l'Afrique proconsulaire, donc dirigée par un consul romain. Et ça va durer jusque même dans l'historiographie byzantine, parce que les Byzantins beaucoup plus tard, hein, donc 3-4 siècles plus tard, quand ils prendront la succession des Romains, en faisant une reconquête de cette zone-là, ils appelleront aussi Maurétanie, sauf qu'ils appelleront The Gitane, etc. Toutes les régions, ils auront un autre découpage de la Mauritanie, hein, qui est un peu plus compliqué. Et voilà, donc dans toute l'historiographie romaine et byzantine, en fait, c'est le nom Maurétanie qui va l'emporter sur Numidie, mais ça reste effectivement une zone de peuplement numide, et les derniers rois, donc Ptolémée et Cléopâtre, en fait, Cléopâtre puis Ptolémée, etc., et ce sera les rois de dynastie numide. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande c'est à quelle période, quelle année là, de quelle année ce dont tu parles. Tu m'entends Tu m'entends, Historia? Abbé? Oui, oui, je t'entends. Fais monter Highland. Voilà. Non, je suis là. Étrangement, parce que moi, je m'y connais pas trop sur TikTok, mais pendant que vous parliez, j'entendais la voix d'une autre personne. Et je sais pas s'il faisait partie du live, mais bon. Mais là, je suis avec vous, hein. Je suis avec vous. D'accord.
Oui, Je me suis arrêté j'avoue. tout à l'heure où? Je me suis arrêté où? Dans quelle époque? Bah, Auguste, tu as parlé de l'empereur Auguste Oui, et Juba l'empereur II. Auguste a pu réunifier, on va dire, la Numidie et il a pu, on va dire, intégrer une partie de la Mauritanie, c'est-à-dire toute cette région. Et il commençait à l'appeler aujourd'hui, il l'a mis sous protectorat, on va dire, euh, proconsulaire. Voilà. Il l'a désigné comme Jubadieu, comme étant le roi de cette région. C'était en 30 après Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends? On Oui, t'entend, oui. Ouais, c'était 30 après Jésus-Christ que après Jésus-Christ, Yuba est devenu, on va dire, le roi de toute cette région. Mais cette région, elle va vivre des perturbations. Pourquoi ces perturbations? Parce que les Zénètes et les Maghrawa commencent à contester, on va dire, le règne on va dire, des Romains. Et parce que les Romains, on va dire, ils ont dépassé le cadre amical, ils commençaient à torturer, ils commençaient à exproprier et tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un mouvement de déplacement des populations. Et le plus grand mouvement de déplacement, c'était des Maghrawa de Icosium, qui est actuellement à Chlef. Et cela a poussé Tacfarinas à lever les armes et mener une guerre contre Rome qui a duré 7 ans et dans lequel il a pu gagner. Et on va dire, c'était la plus grande défaite de Rome Alors, dans cette époque. alors juste pour préciser, parce qu'après je vais m'en aller, Juba 2 justement, c'est 6 avant Jésus-Christ, qui prend la suite de Bogud, hein, qui meurt sans héritier. Et donc ensuite, on aura son fils Ptolémée. Ptolémée qui lui c'est après Jésus-Christ, hein, donc il va pas régner très longtemps, de l'an 20 jusqu'à l'an 43 où le royaume de Mauritanie sera complètement démantelé, donc la dynastie numide avec. Voilà. Ouais. Et donc C'était après, en, forcément, ça passe aux mains des gouverneurs romains. C'était en 137 que cette région, elle va subir un nouveau découpage. C'est-à-dire, il n'y aura plus une Numide orientale, occidentale. Voilà, il y aura une Numidie militaire, césarienne, et une Numidie sertienne. C'est-à-dire la Numidie, c'est-à-dire la Numidie aujourd'hui, elle s'étend jusqu'à Sirte en Libye. C'était en 137 après Jésus-Christ, et ça va durer jusqu'à 428 et l'arrivée des Vandales. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui, on est là, on est là. Et quand les Vandales sont arrivés, ils ont créé leur premier empire, c'était 432 après Jésus-Christ jusqu'à 536, 534 après Jésus-Christ, c'est-à-dire un siècle. Et on va dire, les Vandales, on va dire, ils étaient sous la tutelle des Byzantins. Donc les Byzantins, on va dire, ils ont succédé aux Romains dans cette région. Voilà. Donc le règne de la Numidie, il a duré de 203 avant Jésus-Christ jusqu'à 428 après Jésus-Christ, c'est-à-dire une période de 6 siècles, quoi. Donc, je pense que Abbé, là, on a survolé le royaume de Numidie. Hein. Je pense on a fait le tour. Hein. On a expliqué la Genèse, on a parlé de la Genèse, on a parlé du dernier roi, Juba II. Je sais pas si Rania, si on peut faire une conclusion ou je sais pas. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas ce oui, que tu en penses, Abbé. oui. Moi, juste pour rajouter deux trucs, je pense sont très importants sur la Numidie. Euh, il y a des questions qui se posent. Quelle était la religion du Numide? Quelle était leur langue? La Numidie, elle avait deux langues. La première langue, elle était le berbère. Et deuxième langue, elle était le punique. Une partie, elle parlait le berbère et le punique, mais majoritairement, elle parlait les deux langues. C'était donc un royaume qui parlait, on va dire, deux langues à la fois.
Deuxièmement, quelle était la religion? La religion, ils étaient animistes, c'est-à-dire ils vénéraient les animaux. Ils étaient aussi polythéistes. Donc, et parmi ces pratiques-là, il y a ceux qui ont résisté au temps, qui m'a des Dar, qui m'a Anzar, qui m'a voilà, les plusieurs divinités qui ont été, on va dire, vénérées par les Numides. Merci, Abbé. Voilà, si on veut faire une conclusion, c'est-à-dire Rome, c'est-à-dire la Numidie a été édifiée en 203 avant Jésus-Christ par Massinissa. Après son fils, il a pris le relais Massepsa, 148 jusqu'à 117. Après c'est Jugurtha, jusqu'à 104, il a été tué par Rome et trahi par son beau-père Bocchus le Mauritanien. Et après c'était Juba 1, après Juba 2. Et voilà, c'était la fin de la Numidie. Il y a... Merci Abbé, merci Ayland. Il y a quelqu'un qui pose la question d'où vient la langue berbère et il y a Pragmatique qui lui répond un dialecte tiré de l'arabe et des similitudes avec la langue yéménite. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, je ne suis pas un D'accord. linguiste, linguiste. Mais bon, il y a des linguistes qui peuvent se prononcer sur le sujet. Mais à l'époque, il dit un dialecte tiré de l'arabe. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, ce que je voulais justement conclure, Abbé, ce qu'il a dit, j'aimerais juste rebondir sur certains points, donner une conclusion donc assez globale sur l'empire de Numide. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'empire de Numidie a été l'un des plus grands et des plus puissants empires d'Afrique du Nord antique, et que la Numidie donc a été gouvernée par une série de dynasties. On a évoqué quelques noms de rois numides. Le plus important, c'est que ces rois numides ont réussi à maintenir leur indépendance donc face aux empires étrangers. Donc là, je fais allusion à Carthage et à Rome. Et en ce qui concerne donc la population, donc et ça je l'évoquais tout à l'heure, pourquoi l'armée algérienne donc tire donc sa référence de cette époque-là, c'est que les Numides c'était des guerriers redoutables, et des cavaliers émérites. Donc ils ont combattu pour leur liberté et leur indépendance. Ils ont produit des dirigeants remarquables tels que Massinissa et Jugurtha, et leur conquête et leur influence s'étendaient donc au nord de l'Afrique, et même en Espagne et au-delà. Voilà. Donc, on a parlé aussi, c'était un centre de la culture, hein, de la culture, comme évoqué par la personne tout à l'heure. Donc, il est parti. Je crois que c'est Historia quelque chose. Donc, il a parlé de ça, de la culture du blé. Il y avait le commerce et le savoir. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de Juba II. C'était un émérite, un- il aimait le savoir. Il a laissé pas mal de livres sur la géographie, l'histoire, grammaire, l'astrologie et d'autres sujets. Voilà, donc voilà. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi la Numidie est dénigrée pour l'interrogation historiquement. Ah oui, ben je vais en venir. Je vais en venir. Ça c'est c'est une question très intéressante. Donc justement, la Numidie, elle a laissé donc une riche tradition littéraire, des villes, hein, des vestiges qui existent jusqu'à maintenant. Donc l'histoire de la Numidie, pour moi, hein, enfin, à mes yeux, c'est un rappel puissant de la richesse et la complexité donc de l'Afrique du Nord antique. On a parlé des jeux d'alliance qui se font et se défont en fonction des circonstances et des contextes géopolitiques. Et c'est aussi une époque où les Numides ont montré une certaine résilience et une détermination donc, de ces peuples
à préserver leur identité et leur héritage culturel. Pourquoi la Numidie, elle a été occultée? Donc ça revient donc à l'époque donc de la colonisation française. Donc il y a cette partie, elle a été occultée pour la simple raison que pour certains, donc l'Afrique du Nord, c'est une extension de l'empire judéo-chrétien et de l'empire romain. Voilà. Donc si on cherche dans la littérature donc du siècle dernier, celui d'avant, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui considéraient l'Algérie donc, comme une terre romaine et tout simplement elle est rentrée dans le giron familial. Donc cette histoire a été donc, volontairement occultée. Malheureusement, il y a des concitoyens, donc des compatriotes plutôt, qui sont tombés dans le piège par ignorance ou par un jeu, une malice malsaine. Ben, ils continuent à redoter ce qui a été dit. Donc, et surtout, conforter l'hypothèse que l'Algérie n'existait pas avant et que l'Algérie est une invention française, etc. Voilà, donc c'est pour ça que cette histoire, elle a été occultée, mais ça revient. Et il y a aussi un autre sujet sensible, c'est que la Numidie, c'est toute l'Algérie, c'est l'Afrique du Nord. La Numidie, ce n'est pas uniquement la Kabylie ou les Aurès. La Numidie, c'est un grand empire donc, Bien sûr. qui s'étend. Donc, il y a certaines personnes qui prennent donc, cet empire en otage. Non, cet empire, c'est un empire donc, numide qui avait des extensions géographiques, donc jusqu'à Oued Medouya, et c'est les plus anciennes frontières dans le monde, c'est les frontières entre l'Algérie et le Maroc. Et je rappelle un petit détail, qui va surprendre beaucoup de personnes, c'est que l'Algérie, justement en 1962, en acceptant donc les frontières du colonisateur, l'ex-colonisateur, donc l'Algérie, pour éviter certains conflits, elle a abandonné des territoires donc, qui historiquement étaient algériens. Même après la Numidie, même avant l'invasion, avant l'arrivée donc des Français, il y a des territoires donc, qui appartenaient à l'Algérie. Et par la suite, malheureusement, on a été surpris par le pays donc, de l'Ouest, le Royaume du Maroc, qui revendique des territoires qui sont historiquement algériens depuis la nuit des temps. Voilà, c'était juste un petit rappel. Je Ça fait tenais à plaisir faire ce petit d'entendre. rappel. Ça fait plaisir à entendre parce que on en a entendu des vertes et des pas mûres ces semaines dernières. Mm. Pour rebondir sur la question pourquoi l'empire de Numidie il n'est pas si célèbre, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, on Tout t'entend. simplement, tout simplement, il y a une axiologie, on va dire cognitive et conative du savoir européen. C'est-à-dire que les plus grandes civilisations, ce sont les civilisations européennes. Pour le reste, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les gens ont tendance à, on va dire, à ne pas critiquer le système éducatif européen ou bien la pensée européenne, parce que même quand vous prenez des livres qui parlent aujourd'hui de l'Empire romain, ils occultent toujours la période du Numidie. Ils parlent tout simplement de cette période comme étant une période guerrière et une période militaire. S'il faut, il y avait aussi le transfert des savoirs. Les gens ils ont tendance à oublier que Juba 1 Juba 2 c'était des médecins. Donc ils ont enseigné la médecine aux Romains. Ils ont tendance à oublier que les Numides, ils étaient des architectes. Donc ils ont enseigné aux Romains les techniques d'architecture. Les Numides, ils étaient des hommes de foi. À l'image de Saint Augustin. Saint Augustin est un Numidien. D'ailleurs, dans le sein des livres, il dit toujours que pourquoi Rome ne nous considère pas comme des Romains, mais nous considère toujours comme des barbares. Est-ce que tu m'entends, Rania? oui, oui, oui. Deuxièmement, il y avait aussi une grande activité littéraire dans cette époque, à l'image de Apelé, qui a écrit le premier roman de l'humanité, il s'appelle Landor. Donc,
Ça reflète vraiment le niveau intellectuel de cette région. Cette région, elle était, on va dire, émancipée socialement, on va dire, très émancipée par rapport à, on va dire, à Rome, bien par rapport à Carthage et tout ça. Donc, mais on a tendance à écarter des livres d'histoire cette région parce elle va démontrer la supercherie, tu vois, on va dire, du récit civilisationnel de Rome. Parce que Rome, elle n'était pas si puissante que ça. Rome, elle n'était pas si savante que ça. Rome n'était pas si tendre que ça. Donc, moi, j'aimerais vous poser une petite question. Pourquoi, dans tous les livres d'histoire, on ne parle pas beaucoup de la civilisation euh, phénicienne? Alors, la civilisation phénicienne, c'est elle qui a modelé le monde aujourd'hui. C'est elle qui a créé une nouvelle Méditerranée. Voilà. Il y a une conception sélective pour donner toujours la suprématie à l'homme blanc. Tout à Merci fait, tout à Abdel. fait. Juste pour rajouter, parce que c'est vrai que on a donné des exemples de rois, mais on n'a pas abordé le côté, on l'a survolé rapidement, le côté culturel et en termes de réalisation scientifique et littéraire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple numide était un peuple cultivé. C'était un peuple cultivé et certains de leurs dirigeants étaient connus pour leur amour de la littérature et de la philosophie. Et j'ai évoqué l'exemple de Juba II. Donc c'était un érudit, il aimait l'histoire, la géographie. Il a également fondé une académie à Chechel, donc à Tipaza. Et les Numides, c'était des commerçants habiles, des artisans talentueux. Et ils ont développé donc des compétences dans la fabrication des bijoux. Donc on sait maintenant les bijoux Chaoui et Kabyle. Il y a aussi les chants, c'est-à-dire les chants traditionnels Chaoui remontent à cette époque. Il y a aussi tout ce qui est de textile, tissu, tout ce qui est articles en cuir, etc. Et les métaux précieux, les pierres précieuses. Donc, voilà. Donc, juste pour conclure par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc et par rapport à ce qu'a dit Abbé, certes c'est un peuple guerrier. Donc guerrier, comme j'ai dit, c'est des redoutables guerriers, des cavaliers donc émérites, mais c'était aussi un peuple de culture, un peuple de savoir et qui tenait beaucoup donc à sa liberté et à sa dignité. Voilà. Merci. Merci Alliance. Peut-être, Inch'Allah, la prochaine, on va dire, le prochain live, on va parler de l'État Ziri, les Zirides. Et vous allez voir les réalisations des Zirides. Parce que les Zirides, on va dire, c'est le plus grand État moderne que l'Algérie a connu. C'était organisé. C'est eux qui ont, on va dire, développé l'architecture moderne. C'est eux qui ont participé à l'édification de l'Andalousie. C'est eux, on va dire, qui ont organisé la vie urbaine. Mais malheureusement, ne sont pas si connus que ça. Alors c'est eux, on va dire, qui ont laissé les plus grands vestiges architecturaux de la civilisation musulmane, mais personne n'en parle. Donc, ça serait très intéressant de parler des élites. Tout simplement, tu ne peux pas aujourd'hui promouvoir la culture de ton pays, tu vois, si tu n'as pas une force économique, une force politique. Parce que j'estime que la civilisation romaine, elle est incomparable par rapport à la civilisation phénicienne, ou bien égyptienne, ou bien babylonienne. Voilà. Mais malheureusement, c'est la loi des plus forts. Le plus fort, même il t'impose sa culture, même il t'impose son mensonge. Mm. Il y a Historien Mec qui dit qu'il faudrait aussi un live sur les royaumes berbères post-romains 400-700. Ah oui, Ah oui, oui, c'est... il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Juste, c'est triste. Nous, Algériens, on connaît pas tous ces royaumes, mais on peut faire des lives. Par exemple, il y a peu d'Algériens qui savent que
les Zirides. Les Zirides, ils ont carrément, il y a une armée qui est partie donc d'Algérie. Ils sont partis jusqu'en Andalousie. Ils sont partis jusqu'en Andalousie pour asseoir leur autorité. Et les Zirides, donc ils ont développé aussi, c'est-à-dire ils ont participé au rayonnement culturel du Maghreb central. Ah, il y en a plein. C'est-à-dire l'histoire de l'Algérie, elle est millénaire, elle est riche. Et il y a plusieurs civilisations, plusieurs empires, donc qui ont vu leur naissance donc dans le Maghreb central. Voilà, il y en a plein. Donc après, ce serait bien de faire des lives pour les survoler. On va pas rentrer dans le détail, mais on va juste voilà, comme ça, les gens sachent qu'il y a tel empire qui a existé avec les réalisations. On peut parler un petit peu un état des lieux, comment vivaient les gens. Voilà. Donc je pense que c'est des choses très intéressantes. Et on peut aussi nommer certaines figures historiques. Je sais pas pourquoi pas des savants, algériens. Je dis algériens, mais bon, maintenant c'est l'Algérie, mais à l'époque c'était des Zirides, des Hafsides, des Zenata, etc. Donc voilà. Et c'est déjà pas mal, hein. On a commencé par la Numidie. J'espère que ce sera le début d'une longue série d'histoires qui va permettre aux Algériens de connaître l'histoire de leur pays. Voilà. Historia Med, oui, on pourra faire un live Maghreb central 700-1700. De toute façon, avec AB, là, ça va être une suite. Chaque semaine, il y aura 2 lives, un consacré sur l'histoire et un consacré sur l'économie. Donc, Et géopolitique aussi, hein. Géopolitique, c'est justement, c'est ma spécialité. C'est ma spécialité, la géopolitique. Voilà, avec AB, j'ai décidé de demain, avec lui, ce qu'il a envie d'aborder avec toi. Donc, comme ça, demain, on va pouvoir réouvrir et je vais essayer de voir comment je peux un peu protéger le live. Mais oui, Historia Med, je pense que là, on va faire une série toutes les semaines. Donc, Inch'Allah. Demain soir.